quelle a été la relation, à ton avis, parce on s'est arrêté à ce niveau-là, la relation Hamrouche, armée, président, c'est-à-dire Chadli Ben Jdid et les partis politiques à l'époque. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé en décembre 91 et en janvier de 92 avec la suspension du processus électoral, le coup d'État contre Chadli, la destitution de Chadli et puis le vide politique qui s'en est suivi, pour le comprendre, il faut comprendre la période de Hamrouche. C'est la clé, à mon avis, pour pouvoir analyser ce qui s'est passé après. Quelle a été cette relation à quatre têtes Hamrouche, FLN, fils, armée? Quelle a été cette relation? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est lourd comme moi, c'est une lecture, parce que malheureusement, même si, et je le regrette beaucoup, même si nous sommes en 89-90, dans une époque très différente de ce qu'a connu l'Algérie jusqu'à 88, nous n'avons pas des traces de lisibilité et de visibilité qui permettent d'aider à une analyse profonde, sérieuse, rigoureuse de ce qui s'est passé. J'attends toujours, j'espère que les... Pourquoi? Parce que la période... Hamrouche d'ailleurs, c'est l'Akhdar. Hamrouche d'ailleurs... Pourquoi il n'a pas écrit? Non, la seule chose que nous avons de lui, je veux dire concrètement, une chose écrite, c'est l'entretien bateau avec la nation. Sur plusieurs pages, oui. Presque un numéro de la nation, oui, oui. Consacré à un entretien avec Mouloud Hamrouche, oui. Là où il a expliqué beaucoup de choses. D'ailleurs, lui-même se réfère à cet entretien dans ses discussions pour expliquer la période 88-92. Oui, effectivement. Je me souviens de ce que j'ai écrit dans la nation. Oui, moi-même, et puis on l'a interdit. Oui. Alors, il me semble que avec le projet de Hamrouche, la première question qui se pose, comment il est parvenu à la structure donc de commandement qui était la chefferie du gouvernement. Tu veux dire comment a-t-il remplacé Marbah? Quelles sont les forces qui l'ont porté pour remplacer Marbah? Parce que remplacer Marbah, c'est pas chose facile. Le personnage est marqué. Le personnage est catalogué et il traîne derrière lui un certain nombre de boulets, dont cette idée de l'héritier du mohammédianisme. Est-ce que... Mais il se connaissait, Hamrouche, se connaissait très bien. Sans doute. Sachant que Hamrouche lui-même, c'est l'enfant de la présidence, oui. L'enfant de l'armée et l'enfant de la guerre de libération nationale. Lui-même est Moudjahid, il est fils de Shahid, et toute sa famille est une famille révolutionnaire dans le concept d'armes. Bien sûr. Ça, tu as commencé à établir les points de continuité. Le deuxième point de continuité, effectivement, c'est que Hamrouche était proche de Boumediene. Comme Qasli Marbah était proche de Boumediene. Est-ce que, à ce moment-là, question, est-ce qu'on n'a pas voulu atténuer la signification du départ de Marbah en disant on va remplacer Marbah par quelqu'un qui... On n'est pas sorti de la famille. On n'est pas sorti de la famille. Ça, c'est une question. Et, subsidiairement à cette question, ce qui plaide en faveur de cette lecture, c'est de donner les moyens à Hamrouche qui n'ont pas été donnés à Qasli Marbah. Quels sont ces moyens? De faire un gouvernement technocratique. Alors que le gouvernement de Marbah était un gouvernement de gestion de sortie de crise de 88. Ce sont deux étapes différentes. Troisième élément, important, c'est que Hamrouche a la faculté de composer un gouvernement pluraliste, composé de technocrates, mais aussi de figures emblématiques des partis politiques qui, à l'époque, étaient les plus en vue sur la scène nationale. Ce que Marbah n'a pas fait.
Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que c'était prématuré. C'est l'urgence aussi. C'est l'urgence. Et tout en sachant, est-ce que Merbah aurait cautionné l'apparition du FFS sur la scène politique, surtout à l'intérieur de l'État? Moi j'avais dit, ça n'engage que moi, c'est une lecture, je n'ai pas d'informations, je suis preneur de toute une autre explication. J'avais dit plus ou moins, j'ai cru entreapercevoir la main de Merbah dans la gesticulation qui allait donner naissance au RCD. Je l'ai dit. Peut-être que je me trompe, c'est très possible. Il n'y a rien d'infamant. Merbah est un homme, indépendamment de ses côtés sombres, c'est un homme respectable. En tout cas, à mes yeux. Ce qui expliquerait à ce moment-là qu'effectivement, il était impossible de faire une composition pluraliste dans le gouvernement de Merbah, ce que Hamrouche, lui, peut faire. Hamrouche n'a pas été impliqué dans les structures de mise en ordre et de contrôle sévère de la société. Effectivement. C'est un militaire, bon. Et qui avait plutôt l'image d'un civil. Il avait plutôt l'image d'un civil. C'est exact. Donc, et puis il a incarné aussi, il ne faut pas oublier qu'il incarnait une nouvelle génération. Hamrouche, il est né, à mon avis, je pense qu'il est né en 43. Oui. Donc en 89, il avait à peine même pas la cinquantaine. Oui. Il avait 45 ans. Chose aussi importante, pratiquement, Hamrouche, c'est le premier chef de gouvernement de cette nouvelle génération. De réformateur. De cette nouvelle génération de Dites réformateur. Dites la génération des réformateurs. Ceux qui étaient avant lui. Bon. Premier gouvernement Chadli, c'est Merbah. Après Merbah est venu Abdelghani. Après Abdelghani. Moi, cette période que tu viens d'évoquer, franchement, ne figure même pas dans mon discours. Oui. C'est-à-dire, premier gouvernement, c'est Merbah. Alors là, j'ai jamais fait attention à ce détail. Je vérifie. Seconde période, Abdelghani. Abdelhamid de la science. Ensuite, troisième période, Abdelhamid de la science. Quatrième, retour de Merbah. 2 fois dans le gouvernement en moins de 10 ans de Chadli. Et 2 fois à des périodes de gestion d'après-crise. C'est-à-dire crise de succession de Boumediene, crise 88, crise sociale. C'est-à-dire gestation, grossesse, accouchement, 9 mois. Exact. 9 mois. Belle image. 9 mois, belle image. Avec Hamrouche, c'est la mise sur rail d'un projet sociétal qui va concrétiser l'ouverture démocratique, de transition, qui va réarticuler l'Algérie sur les institutions internationales, monétaires et autres, qui va relancer tous les projets de coopération en particulier, qu'avait commencé à lancer Chadli Ben Jdid en 82-83, quand il a fait son voyage en France. À cette seule différence que, au moment où Chadli va, c'est le moment où les socialistes venaient à peine d'arriver au pouvoir en France. 85. C'est le premier exercice de pouvoir et de gouvernement depuis 56. C'est ça. Ça fait une sacrée peine, ça fait près de 30 ans. 25 ans. Alors, les socialistes arrivent en France. Les socialistes, nous avons eu l'occasion de le dire, avaient très souvent bénéficié de la manne financière algérienne dans les différentes campagnes électorales. Effectivement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'Algérie du FLN avait soutenu financièrement la campagne électorale d'un certain Mitterrand qui était connu pour être le grand tortionnaire de la guerre de libération nationale. Bon. Non, bon ou pas bon, je le dis. Tu as tout dit. Et je suis d'accord avec toi.
Mais sur le plan des relations algéro-françaises, les socialistes, le socialiste Mitterrand, là aussi quand on dit le socialiste, parce qu'il y a des socialistes. En généralisme, il y a des courants. Le courant dominant dans la social-démocratie qui va régenter la France. En 82, Chadli Benjedid va en France. En 81, en début de 81, Mitterrand, en avril 81, Mitterrand accède au pouvoir. Son premier chef du gouvernement s'appelle Pierre Mauroy, qui est un grand ami de l'Algérie. C'est ça. C'est tout le courant socialiste du Nord qui est très lié à l'Algérie, qui a été très militant, très engagé dans l'Algérie. Quand Chadli Benjedid part, le chef du gouvernement de Mitterrand a changé. C'est une donne à ne pas négliger. Après Mitterrand, après Pierre Mauroy, c'est Fabius. Laurent Fabius. Laurent Fabius reste quand même dans la lignée du mitterrandisme et ce n'est pas la sensibilité socialiste la plus favorable à l'Algérie. Mais Mitterrand est un stratège politique. Personne ne peut lui dénier. D'ailleurs, il n'avait pas écrit pour rien l'abeille et l'architecte. N'est-ce pas? L'abeille et l'architecte. Pour nous, je crois que c'est la quête et le frelon. C'est pas l'abeille, parce que l'abeille donne du miel. Je ne sais pas si c'est le frelon vert ou autre chose. Mitterrand est dans l'expectative suivante. Il a en face de lui, il arrive à faire une chose très importante qu'aucun chef d'État avant lui n'avait réussi à faire. C'est d'amener le chef de l'État algérien à venir en France, à venir s'incliner sur la tombe du soldat. On en a déjà évoqué, on a déjà parlé de tout ça. On a bien débattu. C'est la haute volée. C'est la haute volée. Et Mitterrand sait que la période est très courte entre le boumedinisme auquel les gens étaient attachés, à tort ou à raison, moi je n'étais pas attaché, mais beaucoup de gens étaient attachés à Boumediene. Les obsèques l'ont suffisamment montré, c'était pas du cinéma. On n'a pas engagé de pleureuse, à mon avis. On risque d'en engager pour d'autres circonstances. Je ne sais pas. À part peut-être les oraisons funèbres, il y avait peut-être de la mise en scène. Peut-être qu'il y avait de la mise en scène aussi. C'est possible. Les oraisons funèbres à Zouk, c'est possible. À les analyser comme ça. Donc Mitterrand sait que le pouvoir de Chadli Benjedid est un pouvoir extrêmement fort. Il sait en plus que Chadli est plus ou moins dans la main d'un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée qui ne sont pas défavorables à la France. Enfin, tu es gentil. Parce que tu dis qu'ils ne sont pas défavorables, mais franchement, tu utilises un langage diplomatique. Franchement, il faut appeler un chat un chat. Les officiers, moi je le dis, sur la langue de Mahfoud Bennoun, c'était majoritairement des pro-français. C'était majoritairement des gens qui étaient plutôt pro-français, l'école française, les anciens de l'armée française. Attends, chauffe. Ça, je crois qu'un jour on ouvrira ce chapitre. Cela dit, je crois m'être exprimé sur ce raccourci qui a été une catastrophe dans les milieux intellectuels et universitaires entre les gens qui ont des sensibilités culturelles françaises ou francophones et la francophilie. Ce n'est pas évident du tout. C'est pas le même terrain d'analyse, là. Ce n'est pas évident du tout. Nous ne sommes pas sur le même terrain d'analyse. Toi, tu ramènes le débat intellectuel à l'analyse des élites militaires. Tu as bien parlé d'une certaine élite militaire accompagnant le régime de Chadli, surtout après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Il est clair que majoritairement, ce sont ces gens-là qui faisaient partie de l'armée française
qui ont repris le pouvoir en main, ou peut-être qui sont arrivés à prendre le pouvoir après l'arrivée de Chadli Ben Jdid à partir des années 80. Sauf, je vais dire une chose qui n'engage que moi évidemment. Je n'ai pas d'informations, je ne connais pas la personne, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, donc je suis totalement observateur pour une fois, pour me reprocher quelqu'un. Dans la structure décisionnelle de l'armée au moment où arrive Chadli Ben Jdid, il y avait un groupe important qui encadrait Chadli Ben Jdid, qui était un groupe des officiers supérieurs issus de l'ALN. Dans comment ça s'appelle, Belouchet en particulier, qui pesait de tout son poids, qui était le co-détenu de Messadia dans la prison du Mali, gardé par Abdelkal Mali. C'est ça. D'accord. C'est ça. Face à Belouchet, qui peut incarner, disons, une sorte de légitimité historique révolutionnaire. Et qui a terminé comment? Sans commentaire. Eh bien, il faut le dire, parce que nous on n'a aucun intérêt ni aucune animosité contre X ou Y, mais l'histoire, c'est l'histoire. Elle nous appartient à nous tous. D'ailleurs, notre malheur à nous, notre nouvelle génération, c'est que nous sommes dans le devoir et dans l'obligation de les assumer tous. Malheureusement, ça pour le pays. C'est ça. Aylen ou pas Aylen, ils étaient majoritairement pro-français.